Imaginez-vous dormir dans un cimetière. Alors notre drap, c'est ici on dort. Tu vois pas? On n'a pas le choix, c'est notre drap qui est là. Depuis la libération des emprises à Abidjan, dans les zones dites de non-vie, que sont devenues les déguerpis? Cette situation est difficile pour moi. L'avant-dernier, je ne peux plus payer sa scolarité. Que pense le district de leur situation? Nous voyons que c'est difficile, mais on ne peut pas aller au développement sans passer par ça. Abidjan, que sont devenus les déguerpis? C'est tout de suite dans NCI Reportage et ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission NCI Reportage. Bonsoir Mélina, bonsoir à tous. Révélation donc ce soir sur la nouvelle vie des déguerpis d'Abidjan qui nous ont confié leurs histoires, Mélina. Et oui, Alassane, et nous verrons ce qu'ils sont devenus, leur nouveau quotidien. Imaginons perdre notre lieu de vie ou d'apprentissage du jour au lendemain, sans préavis ni solution pour grand nombre. C'est la réalité que dénoncent des milliers de déguerpis dans le district d'Abidjan, contraints de quitter des zones qualifiées de non-vie. Et oui, Mélina, tu l'as si bien dit, une opération de libération des emprises dans des zones jugées à risque, surtout en période de pluie, est mise en place par le district d'Abidjan. Mais la grande question que l'on se pose, c'est qu'une fois terminée, une fois déplacées justement, que deviennent ces populations déguerpies? C'est justement à cette question que répond ce reportage signé Issa Koné, Karine Kassi, Roméo Tapé, Ange-Olivier Zagbaï et Trésor Wagui. Février 2024. Les populations des quartiers de Boribana, d'Anko 1 dans la commune d'Atekobé et de Jesco à Yopougon sont sommées de quitter leurs habitations. Combien d'années de souffrance? Seigneur, on ne peut pas être malade. Impuissantes, en colère, les populations assistent au travail des bulldozers et pelleteuses. Le district d'Abidjan met à exécution son plan de libération des emprises, des espaces de non-vie. La tête c'est pour eux, il n'a qu'à nous montrer la limite, il n'a qu'à nous montrer la limite. S'il n'a pas montré la limite, c'est pas bon comme ça. C'est regrettable, d'après le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, je regrette. Voilà le premier coup, ils ont cassé là-bas pour moi. Voilà mon coup, au coup de mon mari. Il a mal laissé, voilà ça, il vient de casser. Je suis au marché, on m'a appelé. Je ne sais pas où il faut faire. Tous ces gens que vous voyez là sont les êtres humains. La pauvreté n'est pas une maladie. Où on va dormir? Où nos enfants vont fréquenter? Ces images suscitent l'émoi dans l'opinion ivoirienne. Dans le désarroi, plusieurs milliers de personnes voient leur vie basculer dans l'incertitude du lendemain. Neuf mois après ces événements, nous avons retrouvé le chef de terre de Banco 1. Atseyapo, affaibli par la maladie, n'a eu d'autre solution que de s'installer dans cette baraque, à Yopougon Banco 2, avec ses deux filles, Colombe et Farel. Presque chaque jour, je dois pomper cette maison. Ça, c'est tout. Et ça fait 1000 francs. Peut-être le timon là-bas fait au moins 3-4 jours, c'est fini. Il faut payer encore une boîte. Pourtant, je n'ai pas d'autres sources de revenus. Malgré lui, il s'accroche à cette nouvelle vie privée d'intimité et de conditions d'hygiène décentes. Je me retrouve ici avec une douche commune, Matsen, qui n'est même pas propre. Vous allez dans la douche, le gars défecte là-bas. Pour moi, si tu as un problème de ventre, tu as une diarrhée, s'il y a quelqu'un là-bas, tu ne peux pas aller, tu es obligé d'attendre. Pendant ce temps, la diarrhée n'attend pas. Vraiment, bon, vu tout ça là, ça fait jusqu'à ce que j'ai eu la gale. Avec ses 70 000 francs de pension de retraite, Atseyapo vit à l'étroit. Dans cette seule et unique pièce, se côtoient matelas, effets personnels, ustensiles et la cuisine, au mépris du danger. Dans une maison en bois,
une bouteille de gaz. Et, pas oubli, si ça capote, c'est toute la maison qui prend feu avec tous les effets vestimentaires qui sont là, qui sont déjà pas en quantité suffisante. Une situation à laquelle sa fille n'était pas préparée. Farel, en classe de 3e, a dû arrêter l'école, faute de moyens. Que voit, en tout cas, il voit qu'il ne se sent pas bien dans cette baraque. Il se sent gêné, mais il ne peut pas nous dire qu'il se sent gêné dedans. Il est obligé de spotter. Parce que sans cette baraque, on ne sait pas où on vit encore. Ça me gêne aussi. On est obligé d'accepter ça. Le chef de terre de Bankoa vit mal la dislocation de sa famille. Ses problèmes de santé accentuent sa dépendance vis-à-vis de sa fille Colombe, âgée seulement de 8 ans. Cette situation est difficile pour moi. Tous ceux qui pouvaient faire du travail pour moi, à part la petite, ne sont pas ici. Ils sont partis, pas de leur propre faute, mais compte tenu de la situation que nous vivons. Il peut pas, moi, je ne peux plus payer l'avant-dernier, je ne peux plus payer sa scolarité. Je ne peux pas le nourrir convenablement. Donc, il est obligé de faire retour à niveau chez sa maman. On l'a nommé ma secrétaire. Je vois un peu flou, beaucoup flou même. Quand je vais faire un numéro, je lui dis le nom et puis elle cherche dans le portable et puis elle lance le numéro pour moi. Ces larmes sont aussi celles d'un père impuissant. Depuis mars 2024, le sexagénaire attend les 250 000 francs promis par le ministère de la Solidarité. Mais à ce jour, cet espoir reste vain. J'ai été recensé, je suis sur la liste, mais paraît-il qu'il y avait trop de marquis que, bon, l'État, bon, c'est pas qui l'ONG qui s'occupait, par exemple, on dit c'est une ONG, bon, c'est l'État, bon, c'est rien. Ils ont arrêté, parce qu'il y avait trop de fraude, paraît-il. Et c'est pas la fraude due à quoi, et qui a occasionné cette fraude-là. C'est-à-dire que du coup, ces 250 000 francs ont été arrêtés, le partage a été arrêté. Et moi, je n'ai rien reçu. Depuis le début de l'année, des dizaines de milliers de personnes ont été délogées des quartiers Bankoa, Jesco, Boribana, Abattoir et Adjamé Liberté dans le cadre d'une politique de lutte contre le désordre urbain dans la capitale économique. En pleine nuit, dans l'ombre du cimetière de Port-Boué, un abri de fortune, isolé du reste d'Abidjan. Ici, pas d'électricité, ni d'eau potable, et tout autour, des morts. Pourtant, c'est dans ces conditions que Boka, Ali, Abdul Latif, Mamadou et leurs compagnons ont trouvé refuge après avoir vu leur baraque démolie un soir du 2 juin 2024. Ils sont pour les 15. Regardez ça. Le go, lui, dort ici. Et le deuxième, lui, dort à côté ici. Ici, c'est place de 4 personnes. Voilà Nat là. Ici. Voilà. On dort à 3 ici. Et dans la petite chambre là, il y a 3 personnes. Ouais, souvent, il faut s'asseoir même pour attendre que quelqu'un se lève pour aller au boulot. Et l'autre va dormir. La vie est très très compliquée pour nous ici. Et lorsqu'il souhaite plus d'espace, c'est sur cette tombe qu'Ali tente de trouver le sommeil. Voilà notre drap, c'est ici on dort. Tu vois pas? On n'a pas le choix, c'est notre drap qui est là. C'est comme là, on est obligé de dormir dans ce cimetière. Malgré qu'on a peur, mais on n'a pas le choix. Comme la manière que vous-même vous voyez, c'est notre drap qui est là, on est obligé de dormir ici. Boka, entrepreneur, a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Avant moi, j'étais indépendant. Pourquoi? Parce que j'avais 2 magasins ici. C'était pour moi-même tous les 2.
Et ils travaillaient pour moi-même. Un c'était pour cirer et l'autre c'était pour salle de jeu. Par jour, je pouvais gagner 5 000 à 10 000. Mais maintenant, on vient de casser. Donc, c'est abattoir, sinon, je me débrouille. Abattoir, mais tu as gagné combien par temps maintenant? Face à cette précarité, une valeur persiste, la solidarité. Un seul kilo de riz, partagé entre une quinzaine de personnes, cette nuit. On n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si c'est petit, on est obligé de manger ça quoi. Même si on a un coin pour mettre dans notre ventre. Boire beaucoup d'eau. Ça passe. On n'a pas le choix aussi. Et pas question d'oublier les absents. Bon, ici là, il y a d'autres groupes derrière, donc on ne peut pas tout manger pour les laisser. Donc ça, on ferme, ils vont venir manger. Donc ça là, nous on mange ça là, on boit de l'eau, puis c'est bon, on dormit. Demain c'est un autre jour aussi. À quelques mètres de là, d'autres déguerpis ont du mal à trouver le sommeil. Dorothée Yapo, la soixantaine, nous raconte comment elle a été obligée de tout abandonner. Vraiment, on est là, un jour comme ça, ils sont venus, ils sont là cassés pour venir. Moi, j'étais au marché. Maintenant, ils venaient, mon fils est venu me dire, maman, il faut te lever. Il y a quoi? Ils ont commencé à casser pour venir. Il faut trop ça. Il faut quitter là-bas. Il dit, maman, il faut te lever, pas jouer à ça. Donc mon fils a commencé à ramasser mes bagages. Je dis, pourquoi tu ramasses mes bagages? On s'est cassé, donc il était pas, toi tu es là jouer à ça. Vraiment, on voit voilà, la machine là qui vient. C'est déjà arrivé vers nous. Donc on a commencé à ramasser pour venir ici. Nous, on a ramassé là. Il pleuvait, on était sur la pluie là. La pluie de ce côté, 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, on est sur la pluie, on n'a pas de... Tu n'as pas de temps même pour rester en bas. Au quartier abattoir de Port-Boué, près de 600 familles ont été touchées par les déguerpissements, sans qu'aucune solution de recasement ne soit proposée dans l'immédiat. Dans le quartier de Jesco, à Yopougon, la libération des emprises des espaces de non-vie a aussi affecté des structures privées. La destruction du groupe scolaire Shaïlen va faire la une des journaux et alimenter la polémique pendant plusieurs semaines. Cissé Bakongo, gouverneur du district d'Abidjan et le fondateur de l'établissement, vont multiplier les sorties. Le fondateur a été informé du projet de démolition depuis plus d'1 mois. Il a été mis en demeure. Nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise et surtout sur un talus en bordure donc, de la grande voie, c'est-à-dire l'autoroute. Que l'implantation de son école constituait un risque pour nos enfants qui y fréquentaient. On n'a pas eu de notification, on n'a pas été informé au préalable et on nous dit que l'école n'est pas concernée. Le quartier a approuvé, les terrains a cédé, nous avons cédé sur les terrains et on vient détruire, ce n'est pas un quartier précaire. Sept mois plus tard, voici à quoi ressemble le quartier de Jesco. Une étendue de gravats. C'est sur les ruines de son établissement que nous retrouvons Abbé Sévérin. Le fondateur peine à comprendre comment son groupe scolaire a été détruit en pleine année scolaire, alors qu'il comptait 1880 élèves, dont 952 affectés de l'État. Jesco est une zone à risque. Ici, il n'y a pas eu de mort. L'eau n'a jamais tué quelqu'un. Il n'y a pas eu d'accident, rien. Moi, ce qui me plaît très mal, si au moins on nous prévenait, j'allais m'apprêter pour ne pas investir. Une école, on doit casser depuis 2018. On envoie des élèves. C'est quoi ça là? Le district consent à lui apporter une compensation pour faire face au salaire de ses 56 employés. Finalement, il reçoit une somme
loin de combler ses attentes. Le district a pris l'engagement de payer les salaires jusqu'à juillet, c'est-à-dire les 6 mois. Donc, quand nous avons calculé, ça faisait 30 millions. Donc, les 30 millions, ils sont venus, ils ont promis 10 millions. Et ils ont donné les 10 millions une semaine après. Mais si j'allais les voir, et le reste, tout le monde a payé le mois de salaire du mois de février a été payé, mars est payé, et avril, mai, juin et les autres. Donc, c'est tout ce qu'il peut faire. Sévérin reçoit régulièrement les visites de Kra, éducateur à Chaélène. La fermeture définitive de l'établissement accentue la précarité de ses anciens collaborateurs. Je venais pour au moins discuter de ce problème de reliquat avec lui. Dieu merci, on s'est rencontrés. Vraiment, que le gouvernement fasse un effort pour l'aider, pour qu'il puisse nous aider. Parce que je ne suis pas le seul concerné. Il y a d'autres professeurs qui sont impactés. Qu'ils fassent un effort pour nous aider. Sincèrement, c'est la main, c'est le cœur qui nous aide. Si les élèves du groupe scolaire ont été répartis dans d'autres établissements, les conséquences restent lourdes pour ces derniers, déstabilisés en pleine année scolaire. C'est impacté négativement mes résultats. Car ici, on a nos professeurs de base, on les connaît, on connaît la manière d'expliquer tout ça. Mais là-bas, l'explication est différente. Voilà, donc c'est qu'à impacté négativement les résultats et ça n'a pas pu marcher aussi. Au total, 1199 familles et 203 propriétaires à GESCO ont été déguerpis. Abidjan, une métropole qui semble s'étendre à l'infini. L'urbanisation galopante et l'aménagement foncier sont au cœur des actions de libération des espaces de non-vie. C'est à Anyama, sur le site du futur abattoir, censé accueillir tous les parcs à bétail de la capitale économique ivoirienne, que nous rencontrons au Scarabo. Les bruits des pelleteuses en fond sonore. Le directeur de cabinet du ministre-gouverneur est formel. La libération des 176 espaces de non-vie est indispensable pour le nouveau Abidjan. Dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, nous avons décidé de libérer tous ces endroits qui ont été prévus, non pas pour habiter, mais pour faciliter l'urbanisation d'Abidjan. Et donc ce sont ces zones-là que nous libérons. C'est des zones qui n'auraient jamais dû être occupées. Mais retenez qu'on les décidera aussi de faire des omelettes sans casser les yeux. Nous essayons d'embellir la cité le temps que nous pouvons. Et maintenant, si à côté il y a des effets collatéraux, c'est déplorable peut-être, c'est déplorable aussi parce que nous sommes des pères de famille. Nous verrons que c'est difficile, mais on ne peut pas aller au développement sans passer par ces actes. Face aux critiques de certains déguerpis concernant le manque d'informations et l'absence d'indemnisation, notamment ceux qui affirment disposer de documents officiels leur permettant de s'installer sur les sites dits de non-vie, Abo Oscar Syriac reste ferme. Quand vous parlez d'indemnisation, quand vous parlez de moyens d'échange pour pouvoir permettre aux populations de continuer à vivre, je vais vous rappeler que d'abord c'est un effort que l'État fait pour déjà soulager ces populations. Parce que ces zones ne devraient pas être habitées. Et même encore là, les indemnisations ont eu lieu dans beaucoup de zones. Mais nous assistons à la réconciliation de ces sites-là par des gens qui ont déjà été indemnisés. Ça, c'est des choses que nous pourrons partager avec vous à le moment de dernier. Il y a des personnes qui ont déjà été indemnisées sur ces sites-là et qui reviennent. Parce que l'État a mis du temps pour mettre en œuvre ce que vous appelez déguerpissement, mais la libération de cette emprise. La libération de cette emprise. Donc, parce que ça a mis du temps, les premiers indemnisés sont partis, de nouveaux sont venus, mais l'État risque d'être toujours dans un perpétuel recommencement. Et c'est ce qui explique ce que vous entendez ça et là, ces graissements de dents que vous faites ça et là. Nous sommes convaincus qu'aucun ministre sérieux, aucun ministre de la République ne donnerait un ACD dans un caniveau. Je ne vois pas comment on peut donner un ACD dans un caniveau. Je ne vois pas comment on peut donner un ACD dans un calvec. Je ne vois pas comment on peut donner un ACD dans une crevasse. Ce n'est pas possible. Malheureusement, notre administration ayant été ce qu'elle a été avant
pendant la période, pendant une certaine période, nous n'allons pas stigmatiser une période, mais pendant une certaine période, certains documents ont pu exister, mais en tout état de cause, nous allons faire le filtre. Il appelle toutefois les populations à faire preuve de patience quant aux indemnisations et au relogement. Comment est-ce que nous souvent peut réparer? Est-ce que c'est des compensations? Parce que le comité qui a été mis en place par le Premier ministre pour travailler sur ces questions-là est à pied d'œuvre. Et il y a des compensations. Il est en train de trouver des sites avec le ministère de la Construction et avec les différents ministères qui détiennent des différents titres dans différents sites, dans différents endroits, pour essayer de recaser ces populations dans les meilleures conditions. Moi, je pense qu'il faut appeler ces populations à la patience. Il faut les appeler à la tolérance et il faut qu'elles comprennent qu'on ne pouvait pas ne pas agir, sinon la pluie qui arrivait à grands pas et aujourd'hui avec tous ces changements climatiques, on ne pouvait pas présager de ce qui se serait passé si on avait laissé ces habitations, ces zones à risque, sans rien faire. On serait aujourd'hui peut-être en train de compter les morts. Je me réjouis que nous soyons simplement en train d'en parler en termes d'indemnisation, en termes de localisation, mais c'est parce que ces personnes sont encore vivantes. Elles seraient mortes qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on serait en train de parler de ces choses et que nous serions peut-être lapidés pour n'avoir pas agi. Et Dieu merci, n'y avoir agi à temps et n'y avons pas constaté, nous n'avons pas pu avoir les conséquences regrettables que nous avions dans les années passées. Face à la détresse des familles, des actions de solidarité émergent dans la capitale économique. Quelques jours après notre visite chez Atseyapo, des déguerpis de Bankoa reçoivent la visite des membres de la coalition, des victimes et menacées des déguerpissements. Nadège, tu prends mon sac, s'il te plaît. Une organisation non gouvernementale, avec à sa tête un visage bien connu de la société civile, Pulchéri Balé. D'accord, comment ça va ici? Oh, ça va pas trop. Ça va même pas du tout. D'accord. On va s'asseoir pour en parler. Sa présence ce matin, auprès de ses familles, se veut réconfortante. Ce qu'on a, un peu de condiment. Voilà. Le plus urgent, c'est d'apporter de l'assistance à des personnes dans le dénuement total. Dans tout le lot des déguerpis, il y a des cas qui sont plus dramatiques que les autres, qui sont portés à notre connaissance. La semaine passée, j'étais ici. On m'a présenté la situation du vieux en sa qualité de chef de terre qui aujourd'hui est réduit à vivre dans une baraque, qui ne peut pas scolariser ses enfants. Donc, comme on lève des fonds, il y a eu une fondation qui m'a contacté pour dire qu'elle voulait aider à scolariser des enfants. Donc, automatiquement, j'ai pensé au vieux parce que j'étais là. La semaine passée, il pleurait, sa fille pleurait, donc il fallait que je vienne. Là, voilà, il est encore en train de pleurer. Je viens leur apporter au moins la bonne nouvelle. Et comme il y a des gens qui nous ont offert aussi des vivres, on est venu avec une petite partie. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Donc je suis venu pour leur annoncer cette nouvelle-là et puis demander que s'il y a d'autres cas qu'ils connaissent, parce qu'ils se connaissent entre eux, surtout les responsables, ils connaissent tous les autres, pour voir qui sont ceux qui sont vraiment vulnérables par rapport à cette rentrée-là, pour que je puisse rendre compte à la fondation qui va venir faire ce qu'elle a promis de faire. La coalition est aussi engagée dans la lutte contre la fraude et le détournement de l'aide aux déguerpis. L'État avait défini 5 mesures après les déguerpissements. Les 5 mesures n'ont pas été appliquées. Il y a eu un début d'application pour l'octroi des 250 000 d'indemnités de relogement, notamment avec eux et puis ceux de GESCO. Mais malheureusement, comme il n'y a pas eu de recensement avant le déguerpissement, les nouvelles listes qui ont été faites par les mairies sont frauduleuses. Voilà, le chef du village lui-même et son chef de terre n'ont pas reçu les 250 000 parce qu'ils ne sont pas sur la liste. Il y a des gens qui ont identifié des noms de personnes travaillant à la mairie n'étant pas déguerpis sur ces listes. C'est pour ça qu'on parle de listes frauduleuses. Donc il y a des victimes qui n'ont pas eu cet argent-là. Ça pouvait servir au moins de caution pour certains. Elle prône un déguerpissement plus humain, comme l'a souhaité le chef de l'État Alassane Ouattara lors du Conseil des ministres du 13 mars 2024.
Malheureusement, ce n'est pas respecté et il ne réagit pas aussi par rapport à ça, on ne comprend pas. Sinon, il a dit au Conseil des ministres du 13 mars où ils ont demandé, ils ont défini les 5 mesures, là. Il a demandé que ce soit à visage humain. Bon, visage humain, là. Et puis on continue dans le même mode opératoire, sans prévenir, sans indemniser, il y a un problème. On ignore à ce jour le nombre exact de personnes à indemniser. Dans une ville, en pleine mutation, le défi de concilier modernité et humanisme se pose avec acuité. Pendant ce temps, le spectre des prochains déguerpissements plane sur les quartiers précaires d'Abidjan, encore habités. Bonsoir Madame Pulchéry-Gbalé, merci d'être avec nous ce soir. On vient de voir ces images qui nous ont déchiré le cœur, dont on peut être insensible. Vous êtes responsable de la coalition des victimes et menacées de déguerpissement de Côte d'Ivoire. On a entendu le DIRCAB, enfin le district autonome d'Abidjan, dans ce reportage. On a d'ailleurs souhaité la présence d'un cadre du district dont on n'a pas eu l'autorisation puisque les courriers sont restés sans réponse. On l'entend dire dans ce reportage, la situation est difficile, mais on ne peut faire une omelette sans casser des œufs. Que lui répondez-vous? Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je répondrai que c'est un mépris de la dignité humaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi un mépris des droits de l'homme. Il ne s'agit pas d'œufs, il s'agit de vie humaine. Les mois passent, mais les opérations de déguerpissement, justement, se poursuivent. En novembre, justement, il y a eu un déguerpissement à Djamé-Liberté. Est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que l'approche aussi était différente? Je n'ai pas suivi particulièrement le déguerpissement d'Adjamé, mais il faut dire que d'une façon générale, les victimes ne sont pas préalablement averties, elles ne sont pas préparées à ces départs-là. C'est pour cela qu'en général, vous verrez sur les images que dans les décombres, il y a des effets personnels, il y a des marchandises. On l'a appris jeudi, le Premier ministre Begré Mambé a instruit la cellule d'aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan afin d'accélérer ses travaux pour proposer des solutions de relogement sur un site d'ailleurs à Niama. Est-ce une avancée? Est-ce une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, mais elle n'est pas rassurante pour la simple raison que, d'une façon générale, toutes les mesures qui ont été prises justement au Conseil des ministres du 13 mars 2024 jusqu'aujourd'hui n'ont pas été appliquées. Cette fameuse cellule, nous ne savons pas si elle est fonctionnelle, parce que nous avons écrit plusieurs fois, on n'a jamais eu de réponse, on n'a jamais été reçu. Ensuite, toutes les mesures qui ont été prises le 13 mars, il n'y a qu'une seule qui a eu un début d'application. C'est la mesure qui concerne l'indemnité de relogement de 250 000 et elle n'a pas été distribuée à tous les déguerpis. Il n'y a même pas 10% des déguerpis qui ont reçu cette somme, avec des listes en plus qui étaient frauduleuses puisqu'il n'y a pas eu de recensement avant les déguerpissements. Donc, ce n'est pas une mesure qui nous rassure. On s'interroge d'abord sur... Vous parlez de fraude, d'où viennent ces fraudes? En fait, puisqu'il n'y a pas eu de recensement avant les déguerpissements, c'est après coup qu'on essaie de reconstituer la liste des personnes affectées. Et cette liste est confiée aux mairies. Et les mairies travaillent sans associer les comités des déguerpis. Du coup, vous avez des listes où il y a des personnes qui ne sont pas victimes et qui ont reçu plutôt ces 250 000, contrairement à certaines victimes qui ne figuraient pas sur ces listes et donc qui n'ont rien reçu. Par rapport au site qui a été trouvé à Niama, on a plusieurs interrogations. D'abord, la capacité du site n'est pas suffisante pour tous les déguerpis. Ensuite, nous sommes inquiets sur comment vont être identifiés les bénéficiaires. L'autre chose, c'est pourquoi GESCO et Boribana seulement, et les autres. Parce qu'avant Boribana, il y a eu Banco 1. Ensuite, on aimerait savoir quelles sont les superficies qui seront allouées aux ménages, parce qu'il y a des quartiers comme GESCO qui étaient lotis. Les gens avaient 600 mètres carrés, 800 mètres carrés pour certains. Alors que quand vous prenez les 36 hectares qui sont disponibles actuellement, ça nous fait 360 000
mètres carrés. Quand on les divise en 3000 lots, ça nous fait 120 mètres carrés, ce qui n'est pas suffisant par rapport à ce que les déguerpis ont perdu. Ensuite, on s'interroge sur comment les gens vont reconstituer leur bâtiment. Parce que là, ce sont des lots, c'est un terrain nu. Comment on construit? Parce que déjà, le 13 mars, il y a une mesure qui disait qu'on allait donner 1000 francs, plutôt 1 million d'aide à la reconstruction. Bon, avec 1 million, je ne sais pas quel bâtiment on peut construire, mais on est vraiment inquiet. Donc, il ne suffit pas d'avoir trouvé un site, mais il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre pour assurer tout le monde. Parler d'appui social, justement, pour vous qui êtes à la tête d'une coalition, quels sont les impacts économiques et sociaux les plus graves qui ont été engendrés par ces déguerpissements? Les plus graves, c'est déjà de mettre à la rue des familles. On les met dans l'insécurité totale. Parce que plusieurs ne savent pas où aller, ils restent sur les sites. Et même là encore, dans les décombres, on vient non seulement les chasser, mais on brûle leurs effets. Ça s'est fait à Zo Village. Et donc, on les met dans l'insécurité. On met aussi des élèves dans l'insécurité puisque ça se fait aussi en pleine année scolaire. Donc, les parents ne sachant pas où aller, on trouve refuge où on peut. Et souvent, les lieux de refuge sont loin des établissements scolaires, ce qui fait que les enfants ne peuvent plus poursuivre avec leur année scolaire. L'autre chose, c'est qu'on fait comme s'il n'y avait que des logements, des habitations qui étaient détruites. Mais il y a aussi des activités. On a par exemple le cas de 133 éleveurs qui étaient installés à Gesco. Ils menaient leurs activités tout en habitant là. Ils ne figurent sur aucune liste. Donc c'est vraiment un désastre social très grand. Est-ce que votre coalition a réussi à établir clairement que ces populations-là qui ont été déguerpies, et même ces opérateurs économiques, étaient vraiment dans leurs droits, ils étaient installés en bonne et due forme sur ces sites-là? Parce que c'est un débat aussi que l'on a entendu. Oui, c'est une très très bonne question. Ils étaient pour la plupart dans leurs droits. Je dis pour la plupart parce qu'à Gesco, par exemple, c'est un quartier qui était loti depuis 2002. Donc, la plupart des propriétaires de cours ont leurs papiers. Il y en a qui ont même des ACD. Donc, on ne peut pas parler de désordre urbain dans leur cas. Il y a une cité immobilière à Gesco qui s'appelle Eden, où sur 70 maisons, on en a détruit 25. On ne comprend pas pourquoi. Parce que là aussi, c'est une cité. Donc, vous imaginez bien que les responsables de cette promotion immobilière ont obtenu tous leurs papiers avant de construire ces maisons. On a aussi les cas des villages. Vous avez Banco 1, qui est un village de Yopougon, qu'on fait gérer par la mairie d'Atekoubé et qu'on traite comme si c'était un quartier précaire. Tout le monde a vu aussi le village de Adjamé Village. Donc vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas seulement de quartiers précaires, mais il y a beaucoup de quartiers et de villages qui étaient normalement constitués et où les habitants étaient dans leurs droits. La libération des emprises est justifiée notamment par la nécessité de sécuriser les populations et aussi de développer donc la capitale économique. Que pensez-vous de cet argument? C'est un argument qui est valable pour certains sites, mais pas pour la plupart, parce qu'on a parlé de zones inondables. Gesco n'a jamais été inondé, Banco 1 n'a jamais été inondé, on peut citer, on n'en finira pas. Il y a abattoir aussi à Port-Boué, où ils ont obligé des gens à dormir dans des cimetières. Donc, c'est des arguments qui ne sont pas faux, mais on connaît bien la liste des quartiers qui sont dans les zones à risque. Le ministère en charge de la construction a cette liste, le ministère de la salubrité également. Et tous les sites qui ont été détruits ne font pas partie de cette liste. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que développer signifie aussi améliorer les conditions de vie des populations et non les faire régresser et non détruire leurs moyens d'existence. Donc, si au nom du développement, on se permet de détruire des familles et de détruire des vies, bon, je laisse l'opinion en juger, mais je n'appellerai pas ça le développement. Est-ce que vous avez le sentiment que votre discours n'est pas entendu par les autorités, oui ou non? Il est un peu entendu. Il est un peu entendu parce que même si on ne nous reçoit pas, il a fallu qu'il y ait une marche le 7 mars 2024 pour que le 13 mars, on prenne les mesures qu'on a prises. On communique aussi beaucoup et nous pensons qu'avec le reportage de Amnesty, de France 24, avec tous les reportages et surtout celui de NCI. Oui,
Avec tous les reportages que vous faites, ça les oblige à réagir. Merci Madame Pulcherik-Balé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la responsable de la coalition des victimes et menacées de déguerpissement de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi, merci à NCI.